Bien le bonsoir et bienvenue dans cette vidéo des Trésors de Nancy 2, le retour. Amoureux de l'histoire, passionné du patrimoine lorrain et curieux de YouTube, je vous propose aujourd'hui une petite présentation d'un nouveau monument de la ville de Nancy. Enfin, pour être un peu plus précis, je voudrais faire une petite vidéo sur une statue de la ville, et non des moindres, car nous présenterons la statue du maréchal Drouot. Et pour m'accompagner dans cette vidéo, je me demande, qui d'autre pourrait m'accompagner? Nul autre que mon cher ami Valentin. Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette vidéo dont il vous a déjà si fabuleusement raconté le sujet. J'espère que cette deuxième session sera qualitativement bien meilleure. Du moins on a mis le paquet pour que ce soit le cas. Il y aura aussi un format un peu plus différent pour nous permettre d'avoir un meilleur son surtout. Et on espère que ces vidéos vous plairont. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la mienne qui sortira également sur ma chaîne. Bien sûr. Évidemment. Et maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons débuter le déroulé de cette vidéo en commençant par cette magnifique citation de Napoléon. Il n'existait pas deux officiers dans le monde pareils à Murat pour la cavalerie et à Drouot pour l'artillerie. Le sage de la Grande Armée, avant de mener des canons sur les champs de bataille de toute l'Europe, voit le jour à Nancy le 11 janvier 1774, sous le nom de Antoine Drouot. Troisième enfant de parents de classe modeste, dont le père est boulanger. Il va commencer sa formation militaire dans une période calme, qui ne va pas lui permettre de vraiment affirmer sa personnalité militaire. Non, je rigole évidemment. Il intègre le régiment d'artillerie le 1er juin 1793 à Châlons-en-Champagne en tant qu'élève sous-lieutenant. Donc, il débute sa carrière militaire durant la Révolution française. Alors que la guerre a été déclarée contre le roi de Bohême et de Hongrie le 20 avril 1792 et que l'année 1793 a pour objectif de porter les ambitions de la Révolution française vers l'extérieur. Cette période va donc être plutôt profitable pour le jeune homme de 19 ans. En effet, avec la Révolution, les anciens sièges d'officiers et d'état-major autrefois occupés essentiellement par la noblesse et l'aristocratie sont désormais libres. C'est d'ailleurs ce manque de cadres dans l'armée qui est une cause des très nombreuses défaites militaires de la jeune République durant ses premières années, bien qu'elle ne soit pas l'unique cause. L'effondrement des effectifs et des cadres dans l'armée peut parfois se présenter comme une certaine chance. Et c'est alors le cas pour Antoine Drouot. Lorsqu'il entre dans son école d'artillerie, il apprend que les 10 premières personnes de sa promotion qui obtiennent les meilleurs résultats dans leurs études seront directement envoyées dans les régiments d'artillerie en tant qu'officiers, donc obtenant un grade supérieur dès le commencement de leur carrière. Grâce à cette offre alléchante, il devient lieutenant en second dans le 1er régiment d'artillerie stationné à Metz. Vous savez, cette autre ville de beauté de la Lorraine. Autre ville de beauté? Tu veux parler d'Épinal plutôt? Et le gars n'a même pas le temps de se reposer qu'il est appelé pour partir en guerre et faire ses premières armes à la bataille de Honscote, le 8 septembre 1793, dans le nord de la France, proche de Dunkerque. Et quelle bataille!
Comme il n'y a pas de supérieur pour lui donner des ordres, On en revient toujours à ce problème de cadre dans l'armée révolutionnaire. c'est lui-même alors qui commande des tirs des canons, et il fait alors sombrer les défenses de la ville de Hohenschut. À ce sujet, le général Moreau aurait dit en s'adressant au général MacDonald. J'ai vu des choses fort surprenantes, mais ce qui m'a frappé, c'est une batterie placée dans une redoute par un enfant. Et cet enfant, c'était le brave Drouot que vous voyez. Avec ce premier coup d'éclat, Drouot signe sa carrière militaire et participe à une grande partie des batailles de la Révolution jusqu'à l'accession de Bonaparte au pouvoir. En 1804, sachant son père souffrant, Drouot retourne à Nancy pour le voir durant ses derniers jours. À peine remis de cette perte, il reçoit l'ordre de se diriger vers Toulon pour une expédition aux Antilles. C'est donc de cette manière qu'on va trouver le général artilleur servant dans la marine auprès de la flotte de l'amiral français Villeneuve. Il embarque alors sur la frégate Hortense. La vie en mer ne signifie pas la fin des combats pour notre cher Drouot, qui participe en tant que responsable des batteries de canons à une bataille navale opposant la flotte française à 3 navires anglais. Le bâtiment sur lequel se trouve Drouot participe par ailleurs à la capture du navire anglais Sian. Cette expédition en mer se poursuit ensuite en Martinique, où une bataille s'engage alors contre la flotte de l'amiral britannique Robert Calder, le 23 juillet 1805. Un peu plus tard, alors que la flotte de Villeneuve rentre vers Cadix, proche de l'Espagne, Drouot a le droit à la chance du siècle. Il reçoit un ordre explicite lui ordonnant de retourner en France, évitant ainsi une mort quasi certaine lors de la bataille de Trafalgar, une boucherie navale qui a vu la flotte française de Villeneuve être interceptée et anéantie par la flotte anglaise de l'amiral Nelson. À partir de ce moment-là, les choses vont un petit peu se calmer dans sa vie. Chargé de la surveillance d'une manufacture d'armes à Maubeuge et à Charleville, il réalise un travail sérieux, précis et donnant l'exemple du combat contre la corruption grandissante dans cet empire français empêtré dans sa propre logique militaire et diplomatique. Ce travail, il va durer jusqu'en 1808, date à laquelle il est affecté à l'armée d'Espagne. Débute alors l'enfer.
L'Espagne est en proie à une guerre civile mêlée à un intense bras de fer entre l'Empire français et les Britanniques, qui fournissent autant en armée continentale qu'en armement, en financement et en cadre pour les armées espagnoles révoltées et insurgées. Et c'est dans le cadre d'une révolte généralisée à Madrid, le 2 mai, que Drouot échappe de peu à la mort une nouvelle fois. Le destin a visiblement encore besoin de lui et il survit à ce terrible événement qui est surnommé en Espagne le Dos de Mayo. Dans cette campagne d'Espagne, le général Drouot mène la danse des canons avec une efficacité redoutable et il s'illustre dans la reprise de Madrid par l'armée française en décembre 1808. Grandi de son expérience et se faisant un nom par son efficacité, il est nommé colonel-major de l'artillerie à pied de la garde impériale le 18 décembre 1808. Événement qui fait quand même un peu son effet quand on sait d'où vient ce curieux personnage issu des régions de l'Est de la France. C'est bon, ça y est bien rempli. On peut s'arrêter là maintenant, non? Que nenni! Attends de voir le prochain événement. C'est durant la campagne d'Autriche, en 1808, qu'Antoine Drouot se fait remarquer par Napoléon. En même temps, il faut dire qu'entre professionnels de l'artillerie, ils devaient forcément un jour se faire de l'œil l'un l'autre. Au château de Schönbrunn en Autriche, l'empereur Napoléon remarque le général Drouot et il est stupéfait par la justesse de ses réponses, d'une précision remarquable lorsqu'il s'agit de faire des rapports sur le matériel, ainsi que sur les stratégies à employer. La bataille de Wagram du 5 et 6 juillet 1809 voit la démonstration de ses qualités, puisqu'il dirige une série de tirs dévastateurs dans les rangs autrichiens, permettant entre autres à Napoléon d'obtenir la victoire. Événement qui lui vaut d'être promu officier de la Légion d'honneur. Et c'est pas la dernière fois qu'il est augmenté dans son grade d'honneur, puisqu'avec la campagne de Russie en 1812, la dantesque bataille de la Moskova est l'occasion pour lui d'être désormais commandeur de la Légion d'honneur. On n'arrête pas le progrès. Avec la retraite de Russie, Drouot reste stoïque et sait organiser les troupes dans ce désordre au milieu des champs de neige. Il s'octroie donc les grâces de Bonaparte, qui le nomme général de brigade et l'engage en tant qu'aide de camp. Ah bah il faut le dire, hein, les Lorrains sont des durs à cuire. Si l'empire napoléonien recule, la gloire personnelle d'Antoine Drouot ne connaît aucune barrière. La campagne d'Allemagne en 1813 l'occupe beaucoup, et ses exploits se multiplient comme à la bataille de Leipzig, autrement appelée la bataille des nations, où la grande batterie française, sous ses ordres et comportant une centaine de pièces d'artillerie, va littéralement balayer les lignes russes et creuser un trou dans le dispositif ennemi. Toutes ces actions lui vaut une confiance croissante de la part de Napoléon. Mais les bravoures du général ne permettent pas non plus de sauver la situation de l'Empire, qui ne cesse de reculer. Il continue de combattre avec ardeur durant la bataille de France 1814, en défendant la patrie bec et ongle, mais la fin de l'apogée approche. Lors de la première abdication de Napoléon en cette année de 1814, ce dernier est envoyé direction l'île d'Elbe et a le droit de choisir ses suivants. Drouot est alors prié de l'accompagner et devient alors le gouverneur de l'île. La suite, vous la connaissez. Napoléon revient sur le ring, mais il se prend un uppercut bien salé à la bataille de Waterloo. Là-bas, Drouot fait tout de même un bon boulot d'artillerie, malgré les conditions vraiment pourries. En 1815, une fois que Napoléon a été balayé d'Europe par les coalisés et que la monarchie fait son retour en France, Drouot est traduit durant un conseil de guerre, mais est acquitté. Il est venu alors le temps d'une vie plus simple et surtout bien méritée. Il se retire de l'armée, s'efface de la vie publique et retourne à Nancy. Comme beaucoup de grands de la période napoléonienne, il reste en lui une certaine fidélité à ce régime appartenant désormais au passé.
Notons simplement qu'il reçoit une pension en 1826 du fait de ses services rendus à la France, plus un élément symbolique, en quelque sorte. Il continue alors de refuser toute importance ou tout rôle pour le restant de sa vie. Il tente de rédiger ses mémoires, mais l'artilleur se rouille et devient totalement aveugle à la fin de sa vie, dû notamment à une blessure d'autrefois suite à une explosion venue d'un peu trop près. Il meurt le 24 mars 1847 à Nancy et est enterré au cimetière de la Prairie où il y repose toujours encore. En ce lieu enfin au repos de sa vie mouvementée, l'association des Vosges napoléoniennes continue de commémorer son vivant et de faire perdurer ses mémoires. La cérémonie a lieu chaque mois de mars, avec sur ses photos la présence du doctorant en histoire moderne à Nancy, travaillant une thèse sur le général Duroc et ses relations avec Napoléon. Pour continuer dans le thème de sa mémoire, son nom est gravé sur le pilier ouest de l'Arc de Triomphe, sur la 31e colonne, ce qui nous permet de poursuivre avec la seconde partie de cette vidéo, dédiée cette fois-ci à la statue du général Drouot à Nancy. Érigée en 1855, cette statue du général d'Empire s'élève en plein centre du cours Léopold à Nancy, grâce au travail du sculpteur David Pierre-Jean, alias David d'Angers, ainsi que du fondeur Simonet. Ce corps de bronze fait partie de ces œuvres servant de monument aux grands hommes. Je propose de ce fait de nous intéresser au contexte qui explique la réalisation de ce formidable ensemble. Comme nous l'avons dit plus tôt, Antoine Drouot, survivant des guerres napoléoniennes, s'éteint en 1847. Et parfois, vous savez, il faut un peu de temps pour réfléchir à ériger une statue en l'honneur d'un individu. Choisir la personne, si elle est véritablement digne, etc., vous savez. C'est certainement ce que l'on se serait posé comme question de nos jours. Mais en ce milieu du 19e siècle, où des gens repensent encore à cette période passée qu'était l'épopée napoléonienne, la question est bien moins délicate. Surtout que la monarchie de Juillet se montre davantage compatissante envers les anciens de ces guerres, et que le Second Empire pointe lentement le bout de son nez. C'est ainsi qu'à l'annonce de sa mort, la municipalité de Nancy aimerait bien pouvoir ériger un monument en son honneur. Alors, le 27 mars 1847, une souscription nationale est décidée par le conseil municipal. Il faut cependant attendre 1851 pour qu'une commission spécialement formée pour cette tâche et sous la direction du préfet est chargée de la réalisation des travaux et de payer le coût de ces derniers. En 1854, ça y est, c'est bon, les fonds sont levés, et c'est 71 406,05 francs qui sont donnés pour cette réalisation. Et c'est 28 505 francs qui iront au sculpteur. Le travail achevé, il reste plus qu'à fêter tout ça un an plus tard, le 17 juin 1855, le monument est inauguré par un représentant de Napoléon III. Et on fait même une cantate. Une cantate, c'est un poème qui aurait pour vocation d'être lu en musique ou en chant. La statue est terminée et mesure près de 4,20 m de hauteur. Commençons avec la statue en elle-même, si vous le voulez bien. Non. Two 2,000 years later. Drouot est représenté ici dans sa grande tenue de général d'Empire.
et tout y est, des épaulettes en passant au cordon sur le veston ou la Légion d'honneur évidemment sous sa plus belle forme. Le général serait même scintillant si la statue avait bénéficié de quelques couleurs. Il est armé d'un sabre et se repose en partie sur ce dernier, lui donnant une pose d'un style non négligeable. Tandis qu'un obusier se tient à son côté gauche, en référence bien sûr à sa fonction de général de l'artillerie. J'en profite également pour faire une petite parenthèse dans cette vidéo, afin de parler un peu souvenir et mémoire du général Drouot. Revenons un peu sur les faits. Nous sommes en 2017. Marin Manzin, que je vous ai présenté précédemment, entre en première année d'études en histoire. Passionné de la période napoléonienne, ce dernier va alors lancer une pétition afin donc de restaurer cette dernière. Il reçoit alors près de 2100 signatures, dont celle du président Giscard d'Estaing et de l'historien célébrissime Jean Tullard. De par cette action, ce jeune étudiant qui deviendra par la suite doctorant en histoire moderne parvient à restaurer cette statue pour qu'elle perdure dans le temps et puisse nous offrir encore moult merveilles. Alors, pour le remercier de ses travaux, je vous propose à tous dans les commentaires d'écrire une petite félicitation pour notre cher Marin Manzin. Sur le piédestal, nous trouvons 3 bas-reliefs réalisés par David d'Angers en 1854. Le premier présente le génie du général avec un Drouot porté en triomphe par ses camarades après son examen d'entrée à l'école d'artillerie. Le second s'intéresse plutôt à la valeur guerrière de Drouot avec une gravure de la bataille de Hanau du 30 et 31 octobre 1813. Enfin, le troisième bas-relief représente l'aspect de bienveillance du général. Il est montré aveugle et dans les filles de charité de Saint-Vincent de Paul, mettant ainsi en exergue sa personnalité de sage auprès des plus démunis une fois les guerres napoléoniennes passées. Au front du monument est gravé son nom, Drouot, sous lequel se trouve l'aigle impérial entouré d'une gerbe de laurier. Une pose dynamique pour un général à l'efficacité redoutable sur le champ de bataille et dont l'allégeance à Napoléon en est que remarquable, même s'il avait une certaine méfiance quant au retour de l'empereur en 1815. Entre chaque bas-relief, nous trouvons les symboles propres au corps de l'artillerie de cette époque, avec des écouvillons, des sabres briqués ou plus évidemment, bien des boulets. Un peu en bas se trouve une véritable frise chronologique des victoires dont il a été présent entre 1793 et 1815. On dénombre alors La victoire de Hondschoote en 1793, Fleurus en 1794, dont la quiche historique a déjà fait une vidéo sur le sujet. Mandene en 1799, Hohenlinden en 1800, Madrid en 1808. Wagram en 1809, Sans oublier la Moskova en 1812, Lützen en 1813 et Bautzen dans la même année. Hanau en 1813, Brienne en 1814, et bien évidemment Ligny en 1815. Un vaste parcours qui a permis au général Drouot de se hisser dans la légende napoléonienne et de s'y faire une place dans le bal frénétique des grandes personnalités de la période. Homme d'action inéluctable des guerres de la Révolution et de l'Empire, la fin de Napoléon signe le début de la retraite du sage de la Grande Armée. Il écrit alors « Rien n'est plus difficile, même aux hommes supérieurs, que de supporter le repos. Quand l'âme et le corps se sont habitués au travail solennel des grands événements, ils ne peuvent plus souffrir la simple et pacifique succession des jours. »
C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le parcours personnel d'or et d'argent du général Drouot. Trop peu connu, il est vrai que cette statue sert un peu de post-it mémoriel de cette figure de l'épopée révolutionnaire consulaire et napoléonienne. C'est pourquoi il serait intéressant de placer une petite plaque mémorielle devant ces statues et d'indiquer qui était cet homme de notre histoire. Après tout, l'histoire de notre région est riche et sa mémoire est toujours conservée au travers des passionnés de la période. Des cérémonies de commémoration sont réalisées presque chaque année par l'association Vosges napoléonienne, moment alors privilégié pour ressortir ses habits d'antan et de se rappeler les hommes qui ont fait notre histoire. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour un futur épisode des Trésors de Nancy. Et n'oubliez pas Que l'histoire soit avec vous. Yeah. Ça marche. Là on a un truc, on tient un truc là.